Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ce travail de recherche. C'est un travail que j'ai fait dans le cadre de ma thèse au sein du centre de référence Présis. Donc, je travaille maintenant au CHU de Poitiers. Et donc, on va discuter du bien-être, de l'évaluation du bien-être, en utilisant l'approche d'une maladie rare endocrinienne qui est la lipodystrophie. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a pu élaborer. Donc, c'est quoi un syndrome lipodystrophique? C'est une maladie rare dont le diagnostic est difficile. L'origine, elle peut être génétique ou acquise. Et les syndromes lipodystrophiques se caractérisent par une perte du tissu adipeux qui est plus ou moins complète, avec une accumulation de tissu adipeux au niveau viscéral, avec, on va le voir, des complications physiques et notamment cardio-métaboliques sévères, mais également un retentissement psychosocial qui est finalement peu connu. Donc, c'est une maladie rare. Donc, la prévalence, elle était anciennement estimée, notamment dans les formes les plus généralisées, à 1 sur 1 million. Il y a des travaux plus récents qui estiment que la prévalence serait beaucoup plus élevée que ça, plutôt entre 1 sur 20 à 1 sur 100 000, notamment pour les formes partielles. Donc, dans un travail que l'on a effectué au sein du centre de référence et au sein du réseau Présis, on a évalué le délai diagnostic médian pour arriver au diagnostic en France sur une médiane de 12 ans, donc un délai qui est très long et qui est un peu comparable à d'autres maladies rares endocrines comme par exemple l'acromégalie. Et en fait, dans ce travail que l'on a effectué, plus d'un tiers des patients avaient vu au moins 5 spécialistes avec une spécialité différente, 5 praticiens, avant d'arriver au diagnostic. Mais néanmoins, c'est l'endocrinologue qui, dans la majorité des cas, posait le diagnostic. Donc, l'origine des syndromes lipodystrophiques, elle est génétique ou acquise. Les formes généralisées sont le plus souvent de transmission autosomique récessive, alors que les formes partielles sont plutôt le plus souvent de formes autosomiques, enfin de transmission autosomique dominante. Il y a également des formes acquises, mais dans ce travail, on s'est centré sur les formes génétiques pour plus d'homogénéité. Donc, qu'est-ce que c'est que les formes partielles de lipodystrophie? Là, vous avez un panel d'hommes et de femmes qui ont une lipodystrophie génétique partielle. Eh bien, le premier symptôme qui est rapporté par les patients, c'est le changement morphologique en lien avec la perte de tissu adipeux au niveau du tronc, au niveau des fesses, au niveau des membres. Et dans les formes partielles, qu'on appelle aussi syndrome de Dunnigan, vous avez dû voir ce mot-là, on a une répartition ou une accumulation de tissu adipeux sur la partie supérieure du corps, et notamment au niveau facio-cervical, donnant un aspect un peu cushingoïde. L'aspect est beaucoup plus marqué chez les femmes, c'est pour ça qu'on fait plus souvent, plus facilement le diagnostic chez les femmes, alors que ce n'est pas une maladie qui est liée à l'X. Et l'apparition dans les formes partielles est plutôt autour de la puberté. Donc, vous voyez comme cette maladie engendre des bouleversements morphologiques importants, et notamment chez la femme. Dans les formes généralisées génétiques de lipodystrophie, la lipoatrophie, donc la perte de tissu adipeux, elle est généralisée, comme son nom l'indique, et donc elle atteint le cervico-facial, le tronc, les membres, donnant parfois, et dans certaines formes génétiques, des aspects un petit peu acromégaloïdes, donc voilà, qui sont assez ressemblants à l'acromégalie. Et chez les femmes, à nouveau, un aspect pseudo-athlétique. Le diagnostic, encore une fois, est plus difficile à faire chez l'enfant, pour lequel voilà, la minceur, ce n'est pas forcément quelque chose, enfin, la maigreur qui peut nous alerter, et également à nouveau chez l'homme. Il y a ces bouleversements morphologiques, il y a aussi des complications physiques qui peuvent être parfois sévères et qui sont en lien avec l'insulinorésistance, qui sont multi-organes. Sur le plan gynécologique, ça peut donner une symptomatologie de syndrome des ovaires polykystiques avec l'hyperandrogénie et notamment l'hirsutisme chez la femme, les complications cardiovasculaires, les complications métaboliques avec le diabète, les signes d'insulinorésistance, l'acanthosis, le molluscum, et également les complications hépatiques et les pancréatites sur l'hypertriglycéridémie qui peut être sévère. Et enfin, des complications neuromusculaires et rhumatologiques qui sont un peu moins connues. Donc ça, on commence à bien le connaître et le décrire sur le plan somatique. Néanmoins, sur le plan psychosocial, les complications de cette maladie qui est vraiment multi-organes sont moins bien connues. Et il y avait ce travail qui avait été effectué par l'équipe de Cambridge, qui était une enquête qualitative qui avait utilisé des entretiens en fait auprès de patients. Donc, il y avait 10 femmes et un homme adultes. Et donc, il avait été mis en évidence au moyen de ces entretiens qui avaient une vraie
stigmatisation physique au regard des changements morphologiques inhérents à la maladie, qu'il y avait également une méconnaissance de la maladie de la part de la communauté soignante, mais pas que, et qu'il y avait aussi un besoin à la fois de soutien psychologique et un besoin social qui n'était jusque-là pas couvert. Donc finalement, nous, dans notre travail, on s'est demandé, mais qu'en est-il de l'impact psychosocial, du bien-être? Donc on dépasse en fait la santé, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large chez ces patients atteints d'une lipodystrophie génétique. Et donc l'idée de ce travail, c'était d'explorer toutes les sphères du bien-être et donc pas uniquement que les complications somatiques. Donc pour ce faire, nous avons réalisé une étude transversale où on proposait aux patients du réseau Prisis un autoquestionnaire qui était soit en ligne, soit en version papier. Et donc, il a été diffusé aux patients adultes avec une lipodystrophie génétique qui ont été du coup recrutés au sein du réseau national Prisis, donc le centre de référence et les centres de compétences. Et donc, l'idée, c'était d'évaluer le retentissement physique, psychologique et social, donc vraiment d'évaluer le bien-être chez ces patients, et ce questionnaire a été revu par l'association de patients. Donc, comme vous le voyez, bon, là, c'est un petit peu petit, mais globalement, il y a eu une participation de l'ensemble du territoire, mais donc la métropole, mais également la Réunion, où on sait qu'il y a un grand nombre de patients avec lipodystrophie génétique. Donc, on avait 175 patients éligibles. On a pu inclure, donc la durée de l'étude, c'était 6 mois. On a pu inclure 122 patients et on a eu 109 questionnaires qui ont été remplis et donc qui ont pu être exploités pour l'analyse. Donc, c'était un questionnaire long, hein, il durait entre 30 et 45 minutes. Il a été issu de précédents travaux qui portaient sur un questionnaire qui s'appelle le GDPAC2, dont l'objectif c'était d'évaluer le bien-être chez des patients atteints de d'autres maladies chroniques, notamment la maladie rénale. Mais on a adapté ce questionnaire pour les patients avec lipodystrophie et avec les problématiques qui étaient plus inhérentes ou spécifiques à la pathologie. Donc en fait, il s'est implémenté de d'autres questionnaires, notamment sur l'aspect de la douleur, sur l'aspect de la santé mentale et notamment de la dépression, et sur l'image de soi, puisque vous l'avez vu, c'est une maladie qui impacte beaucoup l'image de soi. Et on avait déjà des dimensions qui étaient explorées par le questionnaire en lien avec la qualité de vie, la santé physique, la vie sociale, la vie sexuelle, l'emploi et la scolarité. L'intérêt de ce questionnaire, c'est qu'il permet la comparaison avec des données en population générale. Donc ça, c'était un point fort de cette évaluation. Donc, sur les 109 patients que nous avons pu inclure par le biais de ces questionnaires, on avait une majorité de femmes, ce qui est assez classique dans la population de lipodystrophie, puisque, comme vous l'avez vu, le diagnostic il est plus aisé à faire chez les femmes. On avait 85% de formes partielles et 15% de formes généralisées. L'âge moyen des répondants était d'environ 43 ans. On avait donc une majorité de France métropolitaine, mais aussi des dom-tom. Alors, il y avait la Réunion, il y avait aussi quelques patients Nouméa et on avait quelques patients belges. Et donc, l'IMC moyen était aux alentours de 24, comme c'est classique de Loire. Là, je vais passer très vite, mais globalement, c'est des patients qui sont très malades, qui ont des complications cardio-métaboliques extrêmement fréquentes. Plus de 2/3 sont diabétiques, la moitié sont hypertendus. Et on a chez les femmes des troubles des règles et des signes d'hyperandrogénie chez plus de la moitié. Alors, voyons un petit peu quelques résultats de cette enquête psychosociale. Sur l'emploi, donc on leur a demandé, est-ce que le choix de votre profession a pu être influencé par la maladie? C'était le cas chez à peu près un quart des répondants. Un quart ont également eu du mal à trouver un emploi. Donc, parmi les gens qui étaient en âge d'en chercher ou en âge actif. Et est-ce que l'emploi a pu être refusé, enfin l'accès à l'emploi a pu être refusé à cause de la maladie? Eh bien, finalement, c'était oui pour une minorité, mais on se rend compte que la majorité n'avait pas parlé de leur maladie en fait au moment de la recherche d'un emploi. Et lorsqu'on a comparé aux données de la population générale, chez les femmes, parce que vous l'avez vu, on avait quand même une majorité de femmes, donc les analyses, elles ont été beaucoup plus aisées chez les femmes. Une femme avec lipodystrophie avait 4 fois plus de chances d'être sans emploi à cause des problèmes de santé en comparaison aux femmes de la population générale. Concernant la sphère sociale,
73% des répondants ont déclaré avoir subi des discriminations, des moqueries, des injustices en lien avec la santé, la physique ou le handicap. Et quand on les interrogeait sur d'où venaient ces moqueries, eh bien, on avait une bonne partie qui venait de la sphère familiale ou amicale. On avait 16% des moqueries qui venaient de la sphère professionnelle, scolaire pour 20%, mais on avait 15% des moqueries qui venaient de la sphère soignante. Concernant la qualité de vie liée à la santé, on a utilisé le questionnaire SF12. Pardon, on a utilisé le questionnaire SF12, qui est un peu une version raccourcie du SF36. Et donc, en comparant à la population générale, il y avait une altération significative de la qualité de vie, à la fois physique et mentale, chez les femmes. En revanche, chez les hommes, seule la santé physique était altérée de façon significative. Voilà, et donc on voit bien que c'est une maladie qui va impacter vraiment différemment l'homme et la femme, comme vous l'avez vu déjà en premier sur l'aspect bouleversement morphologique et donc tout ce qui s'ensuit. Par contre, il n'y avait pas de différence lorsque l'on comparait les formes généralisées, dont le début peut se faire plus tôt dans la vie, et les formes partielles qui apparaissent plutôt après la puberté ou chez le jeune adulte. Sur le plan de la santé mentale, et notamment sur les symptômes de dépression, on a été frappé de voir que à peu près environ 40% des répondants souffraient de dépression d'intensité modérée ou sévère. On a utilisé un questionnaire qui est le PHQ-9. Et lorsque l'on allait un petit peu plus en détail sur ces aspects-là, donc il y avait 44% des patients qui déclaraient avoir un soutien psychologique, 39% des patients qui auraient aimé avoir plus de soutien psychologique qu'ils n'en avaient jusque-là. Et on a la moitié des répondants qui avaient pris des psychotropes au cours de leur vie. Concernant la santé physique, on avait un petit peu vu dans l'expérience clinique que c'est des patients qui étaient douloureux, mais ça, c'était un symptôme qui n'était pas forcément toujours bien interrogé et bien évalué. Et bien, en fait, on s'est rendu compte avec ce questionnaire que plus de 2/3 des patients ont des douleurs chroniques et plus de la moitié consomment de façon régulière des antalgiques. Et en fait, les douleurs, en majorité, sont au niveau des membres, donc les zones de lipoatrophie, les zones où on a perdu le tissu adipeux, notamment dans les formes généralisées comme dans la plupart des formes partielles, et aussi la sphère cervico-faciale. Concernant l'image de soi, on a utilisé un questionnaire qui est le Body Image Scale, qui est un questionnaire qui justement interroge les patients sur le ressenti par rapport à leur corps. Eh bien, je vous ai encadré les 4 questions pour lesquelles on avait plus de 50% des femmes, parce que là, on a fait des analyses par sexe, qui disaient qu'elles étaient très impactées, et ça correspondait aux questions où elles se disaient être moins physiquement attirantes, insatisfaites de leur corps, difficulté à se voir nues et complexées de leur apparence. Et on avait d'ailleurs trouvé une corrélation entre la dépréciation sur l'image de soi et le score de dépression. Et de façon intéressante, sur l'effectif de patients qui avaient bénéficié d'un traitement par métréleptine, qui est un traitement possible dans les formes généralisées et dans certaines formes partielles, et l'accès à la chirurgie réparatrice, on avait globalement, et notamment pour la chirurgie réparatrice, une amélioration de l'image de soi grâce à l'accès à la chirurgie. Et quand on leur demandait quelle est la partie du corps qui vous rend mal à l'aise, donc ça c'était une étude qu'on a faite vraiment sur le sous-groupe des femmes, puisque vous l'avez vu, l'image de soi elle est impactée assez différemment. Et bien dans les formes partielles de lipodystrophie, les régions qui étaient les plus inconfortables, c'était la sphère cervico-faciale, donc celle où finalement il y a la redistribution du tissu adipeux en premier, et les membres inférieurs, où on a une lipoatrophie avec une visibilité importante, une espèce d'hypertrophie musculaire et une visibilité importante du réseau veineux. Dans les formes généralisées, où là, la lipoatrophie, elle est généralisée, la partie du corps qui rendait les femmes le plus mal à l'aise, c'était les membres, et notamment les membres inférieurs. Donc, en discussion de ce travail, finalement, ce travail il nous a permis de nous dire qu'il fallait, d'une façon extrêmement générale, évaluer systématiquement les symptômes psychologiques et notamment rechercher des symptômes de dépression chez ces patients
de façon à leur proposer une prise en charge, que la douleur, c'était hyper fréquent et que c'était un symptôme qu'il fallait toujours interroger parce que la douleur dans la lipodystrophie, elle est assez plurifactorielle. Ça peut être la maladie musculaire, la neuropathie, la perte de tissu adipeux. Et donc, c'est quelque chose qu'il fallait rechercher de façon systématique, qu'il était important, comme dans la plupart des maladies rares, d'intégrer la dimension sociale. Donc, j'ai pas manque de temps, je vous ai pas montré tous les résultats sur la dimension sociale, mais il y avait vraiment des enjeux sur la scolarité, sur le choix de la profession, sur la reconnaissance en tant que travailleur handicapé, sur l'accès à l'emprunt, donc qui nous ont fait dire qu'il fallait vraiment faire intervenir la dimension sociale dans cette maladie. L'amélioration de l'accès à la chirurgie réparatrice, puisque clairement, elle impacte l'image de soi, et la place essentielle des réseaux maladies rares pour leur expertise, mais aussi pour leur prise en charge très pluridisciplinaire. Et enfin, et ça aussi, on l'a vu sur l'aspect parcours de soins, c'est important au moyen d'un tas de canaux de diffusion grand public, de podcasts, d'applications, d'algorithmes, d'améliorer la formation des professionnels de santé, bien sûr sur l'aspect connaissance de la maladie, mais aussi sur l'aspect prise en soin et prise en compte d'un risque de stigmatisation. Et c'est tout l'enjeu des programmes d'éducation thérapeutique, dont le programme d'éducation thérapeutique LIPEA, qui a été développé au sein du réseau PRISIS et donc qui est proposé en hôpital de jour à l'hôpital Saint-Antoine et qui va en fait évaluer toutes les dimensions dont on a un peu discuté, qui avait commencé avec des ateliers autour du bien-être, de l'impact psychologique, de la diététique, de l'image de soi, et qui s'est alimenté, enrichi au regard de ces travaux d'ateliers autour du social, de la douleur, de la connaissance de la maladie sur le plan génétique et médical. Je vous remercie de votre attention et je remercie toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur ce projet et qui ont permis que ce projet prenne vie. Merci.